Bien, allez, on redémarre. Alors, hier, nous avons eu les professionnels. Ce matin, nous avons eu les familles. Donc, on s'est dit que ça serait bien un moment de les mettre ensemble et de les faire se parler, même si on sait que ça se fait en dehors de cette belle assemblée. Donc voilà, on a réuni cette table ronde sur... On leur a demandé de parler effectivement des collaborations qui se font entre les familles et les professionnels de façon à ce que ce qui est fait à l'établissement soit repris ou en tout cas poursuivi ou, au domicile si nécessaire, et que bien évidemment toutes les astuces que les familles ont développées et toutes les connaissances que les familles ont développées auprès de leurs enfants ou de leurs adultes soient repris bien évidemment dans l'établissement. Donc en clair que les gens se parlent, ça peut être par le biais d'un cahier de liaison, mais pas que. Donc on a convoqué pour ça M. Taubeau, qui est infirmier dans un établissement du CESAP, les Cerisiers. Alors je le remercie tout particulièrement parce qu'un infirmier, quand il n'est pas là, ça bouleverse un petit peu l'établissement. Et je sais que l'établissement, et je remercie M. Sampéré, son directeur, a dû remanier un petit peu la journée parce que M. Taubeau n'était pas là. Madame Amel Abdelli, qui est une maman du même établissement. Monsieur Philippe Toulet, que je ne présente pas, qui est kinésithérapeute à l'Institut de motricité cérébrale, et du Centre Raphaël, Madame Aurélie Bellamy, Centre Raphaël, donc un établissement de Lausée, qui est éducatrice de jeunes enfants, qui va nous parler, entre autres, justement du cahier de liaison qu'ils sont en train de développer dans cet établissement. Philippe, je te laisse la parole. Bonjour. Donc on va essayer d'animer un petit peu cette table ronde. Alors tout le monde ne me connaît pas forcément. Moi je suis Philippe Toulet, je suis kinésithérapeute de formation initiale. J'ai toujours baigné dans le domaine de la paralysie cérébrale, des IMC d'alors et des sujets aussi polyhandicapés. Voilà, puis là maintenant je suis un petit peu en fin de course. C'est vrai que j'ai une petite expérience accumulée bien sûr dans le domaine. Et ce que je vois depuis toutes ces années de travail auprès de ces personnes et de ces familles, je vois bien que la place des familles est de plus en plus importante. Elle était, vous savez, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle, on disait les parents, ils ont leur rôle de parents, les professionnels, ils ont leur rôle de professionnels. Et à partir de là, chacun... cultivait son jardin, si vous voulez. Et puis, on voit bien qu'il y a une évolution, et une évolution à partir d'éléments d'actualité quand même. Moi, je pense aux recommandations de la HAS, par exemple, dans le domaine de la paralysie cérébrale, où il y a tout un chapitre qui parle de l'organisation des soins, et dans l'organisation des soins, il y a la présence des familles. Et les familles, elles ne sont pas au milieu du cercle des professionnels. Les familles, elles sont dans le cercle. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'elles sont partie prenante du projet rééducatif, du projet de vie de ces personnes. Et ça, c'est un élément essentiel. Bien sûr, je peux mentionner aussi le PNDS, sur le polyhandicap, évidemment, qui laisse aussi une place importante aux familles. Donc ça, c'est un élément essentiel qui prend toute sa valeur maintenant. Et ce n'est pas un hasard si on a cette table ronde ce matin. Après, les personnes polyhandicapées, bien entendu, sont les personnes qui ont évidemment, de par leur atteinte, souvent bien sûr très importantes sur tous les plans, ils ont des besoins spécifiques. Et ces besoins spécifiques, je sais pas, je pense à le fait de manger à sa faim, je pense au fait de ne pas avoir mal, je pense au fait de pouvoir bouger, de pouvoir communiquer, ou en tout cas de pouvoir être dans des conditions où leurs petites compétences de communication peuvent s'exprimer. Tous ces besoins-là, si vous voulez, ce sont des besoins spécifiques dans lesquels il va falloir qu'on puisse identifier des compétences. C'est pas simple. Et finalement, identifier ces compétences,
c'est grâce aux échanges avec les parents, bien entendu. On ne peut pas faire chacun dans sa cour, c'est évident. Alors ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il faut mettre en place des outils de communication, certainement, des outils de communication qui vont nous permettre de coopérer. Coopérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir des objectifs. Définir des objectifs en commun pour tel enfant. Comment on va organiser le plan d'accompagnement thérapeutique, éducatif, comment on va l'organiser ensemble, mais à partir d'objectifs qu'on aura déterminés ensemble. Et je regarde madame, hein, bien sûr, particulièrement. Et puis certainement avec des moyens communs. Et puis, derrière, il faut, ah ouais, bien sûr, d'accord. Il faut, pardon. Il faut pouvoir donc mettre en place, voire inventer des outils de communication entre nous. Parce que c'est pas si simple. Dans les établissements médico-sociaux, je pense que vous en avez parlé déjà. C'est compliqué avec le problème des ressources humaines, particulièrement d'une part. Du côté des établissements, puis du côté des parents, c'est pas non plus simple, parce qu'il y a une vie aussi à côté. Et donc, comment est-ce qu'on va inventer des outils qui vont nous permettre de communiquer ensemble, réellement, pour bâtir cette coopération? Je vais m'arrêter de parler, et je vais laisser la parole à Madame Abdelli, parce que Madame Abdelli, elle a un témoignage. Elle va nous planter la réalité aussi, sa réalité avec sa fille. Je vous laisse la parole, madame. Bonjour, je suis la maman d'une fille handicapée. Elle a un syndrome Icardi-Gouttière, c'est une maladie génétique rare qui atteint tout ce qui est motricité, tout. Elle ne tient pas la tête, elle ne bouge pas, elle ne parle pas. Elle dépend à 100% de quelqu'un, en fait. Et il y a des moments, c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile, mais on essaye de faciliter le quotidien, que ce soit pour nous, que ce soit pour notre enfant. Et on trouve le relais au centre. Il y a toujours quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui essaye de nous comprendre, de comprendre notre enfant. Et on échange à chaque fois, mais par rapport au cahier de liaison, moi je ne suis pas une bonne élève. Je ne l'utilise pas tout le temps, sauf quand il y a un truc voilà, qu'elle a vomi, qu'elle a mal dormi, elle a eu de la fièvre. Voilà. Mais sinon, en général, je ne l'utilise pas tout le temps. Contrairement au centre, il y a toujours un mot pour dire qu'elle a chouiné, elle a passé une bonne journée, voilà, elle a fait une balade, des trucs. Mais sinon, moi, personnellement, je ne l'utilise pas tout le temps. Mais je vais me remédier. Il faut. Ouais. Voilà. Et il y a certainement des problématiques communes que vous partagez avec l'établissement sur les gestes de la vie quotidienne, les activités de la vie quotidienne. Oui. Ouais. Dernièrement, après le retour des vacances, elle était douloureuse. Dès qu'on l'installe dans le fauteuil, parce qu'elle a un corset garchois, elle est très mal. On a commencé par un traitement de Doliprane et Advil et tout pendant un mois. C'était un mois. Et après, c'est toujours, elle était tout le temps douloureuse. Et le médecin a prescrit un traitement. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Elle chouine moins. Et je la trouve plus apaisée, en fait. Mais ça, c'était un échange entre moi et le centre, avec le médecin.
Et on a trouvé la solution. Elle a toujours des douleurs, mais moins qu'avant. Et en fait, on regarde si le corset lui convient, si voilà, s'il n'y a pas d'autres... parce que son état se dégrade, il a une scoliose, il y a tout qui va avec. Mais on essaye tout le temps de faire des manipulations, de l'installer autrement, toujours de trouver une solution, en fait, pour soulager son quotidien. Voilà. Bonjour à tous. Je vais rebondir sur le cas de Sarah. Ce qui est compliqué dans le cahier de liaison, c'est que toutes ces consultations, le médecin traitant, les spécialistes, n'utilisent pas forcément ce cahier de liaison et c'est toujours compliqué des fois de savoir la posologie. On n'a pas forcément les ordonnances. Et c'est ça qu'il faut essayer de développer un maximum, puisque des fois, madame est beaucoup investie, mais il y a des parents qui comprennent pas forcément les ordonnances et tout ça. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire avec tous les partenaires avec lesquels on travaille pour qu'ils puissent peut-être aussi utiliser ce cahier de liaison. Bonjour, je suis Aurélie Bellamy, éducatrice de jeunes enfants. Donc dans l'établissement où je travaille, qui est le centre Raphaël, un centre de Lausée, un EAPP, je suis dans le service des plus jeunes, qui ont de 6 à 12 ans. Et en fait, on mène en équipe une grande réflexion justement autour de ce cahier de liaison, de ce qu'on y met et à quoi ça sert. Parce que dans le public qu'on accueille, il y a bien évidemment ces enfants polyhandicapés qui sont au centre, mais on a aussi beaucoup de familles qui n'ont pas accès à la langue française, qui n'osent pas écrire parce qu'ils ne savent pas très bien le faire. Et j'ai aussi beaucoup de collègues qui n'écrivent pas très bien et qui du coup ne veulent pas prendre cette responsabilité, peuvent avoir un peu honte de cette difficulté de passer à l'écrit. Donc on a monté un groupe sur les cahiers de liaison pour essayer de faciliter ça pour tous ces partenaires en fait, et que chacun puisse y prendre sa place, que ce soit les parents, l'enfant, pourquoi pas, s'il peut y participer aussi, et les professionnels pour être dans un échange plus constructif. En fait, je vais vous montrer un petit peu, je suis pas très au point avec la technologie. En fait, on a monté un prototype qui serait un cahier de liaison. Le format peut rester à discuter. Ouais, merci, c'est gentil. Donc, qui serait un cahier de liaison avec en première page la photo de l'enfant. Ça nous a paru important de le mettre au centre dès le départ. Son nom, son prénom, l'année, puisque ça permettrait aussi de garder des traces dans les établissements de ce qui s'est passé pendant une année, pourquoi pas. L'endroit où il est accueilli, les coordonnées du centre, etc. Ensuite, quand on ouvre la page, on aurait, avec les pictogrammes, tout ce qui est coordonné de la famille pour que ce soit facile d'accès pour les équipes dans la journée si on a besoin d'appeler les parents. Et pour que les parents puissent facilement aussi reconnaître le picto-téléphone, c'est je mets mon téléphone, voilà. Ça c'est assez simple. Ensuite, on a parent 1 et parent 2. On est parti sur le fait que maintenant tout était possible dans les familles, donc on voulait plus de discrimination papa-maman, voilà. On savait pas forcément qui était le deuxième intervenant ou le premier, donc ça reste neutre. Ensuite, là, ça va être un peu plus général. On a voulu inclure une présentation du centre avec chaque professionnel présent, avec un pictogramme qui le représente. L'idée serait aussi possiblement de pouvoir y inclure la photo de chaque professionnel pour que les parents puissent nous identifier quand ils viennent plus facilement. Tu vas avoir plusieurs pages, tu peux passer. Parce qu'il y a l'équipe de direction, l'équipe médicale, l'équipe paramédicale, l'équipe éducative, l'équipe technique. Enfin, on essaie vraiment de représenter tout le monde en se disant que, en fait, si un jour la cuisine elle est en retard, c'est toute notre journée qui est en retard, et que du coup, les enfants, ça peut être aussi compliqué leur journée. Donc, c'est bien que tout le monde sache qui fait quoi et qu'on puisse expliquer pourquoi des fois un après-midi ça a été plus compliqué pour un tel parce que lui, il s'est pas patienté pour manger, et que si la cuisine a 20 minutes de retard, voilà, ça arrive, c'est les aléas de la vie. Et
mais qu'on est une équipe, qu'on travaille tous ensemble, quoi. Alors, on a tenu aussi, alors là c'est en tout petit, vous n'allez rien voir, mais c'est des documents que je pourrais diffuser, c'est pas top secret, à inclure la charte des droits de l'enfant et de l'adolescent, pour que l'enfant puisse, et les parents puissent se rendre compte de tous ces droits que les enfants ont et dans lesquels on ne parle pas forcément. Le droit à l'éducation, le droit d'aller et venir, comme vous disiez tout à l'heure, droit à la santé, etc. Tu peux tourner la page. Tu fais ça vachement bien. On ne se connaît pas, mais il fait ça vachement bien. Ouais. Par contre, je ne l'ai pas bien vu là. Voilà. Ensuite, on a mis mes devoirs et ceux de ma famille. On est parti dans l'idée que des droits, ça implique aussi des devoirs. On est tous concernés par ça. En tant que professionnel, j'ai un devoir, je viens au travail tous les jours, je fais mon travail du mieux que possible. Pour les enfants ou les familles accueillies, c'est aussi penser à nous prévenir parfois quand l'enfant ne vient pas, honorer les rendez-vous, parce qu'on a pris du temps pour les organiser. Voilà, en sachant que tout est toujours possible de décaler, etc. Mais quand on n'est pas prévenu, ça peut créer des situations qui sont désagréables pour tout le monde. Donc voilà, un petit pense-bête. Ensuite, on a tenu à déterminer tous ensemble ce qui pouvait être les règles de vie de l'établissement. Alors ça, c'est quelque chose qui concerne les accueillis, mais aussi les accueillants. C'est-à-dire qu'on se respecte, on se parle correctement. S'il y a du langage qui n'est pas adapté, que ce soit chez un professionnel ou chez un résident qui est en capacité de comprendre qu'il ne devrait pas dire ces choses-là parce que ça peut blesser quelqu'un, faut pas hésiter à le dire non plus. Le fait de tenter de pas se faire mal, pas faire mal aux autres, pas se mettre en danger. Voilà, on a essayé de déterminer des choses qui nous paraissaient très importantes pour le vivre ensemble et des règles auxquelles on ne pouvait pas déroger. Et par contre, les choses aussi, tous les règles auxquelles on ne peut pas déroger, on a mis en rouge. Et en vert, on a mis ce qu'il est possible de faire. Enfin, tout ce qui a un aspect plus positif. Je respecte, j'échange avec ma famille, je parle de ce que je vis tous les jours, voilà, toutes ces choses-là. Et alors après, voilà, ça c'est le vif du sujet. On a décidé, nous, d'établir une grille, justement, face aux difficultés qu'il pouvait y avoir d'écriture ou de compréhension, d'établir une grille qui reprend le code couleur qu'on a dans nos emplois du temps au centre, où on aurait en fait un emploi du temps détaillé pour chaque résident. Et on pourrait cocher, par exemple, l'humeur du jour. On a mis des petits pictos, sourire, peut-être neutre et peut-être pas contente. On peut entourer pour dire aujourd'hui il n'était pas bien, ou les parents peuvent entourer la nuit n'était pas top, nous noter le sommeil brièvement, mauvais, bon, etc. Ensuite, on est parti sur les repas, noter les repas pour les parents, ce que les enfants ont mangé, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont des problèmes de constipation. Donc ça nous paraissait important de relayer les infos sur les repas pour que les parents puissent éventuellement, puisque nous on est en externat, réguler les repas par rapport à ce qu'ils ont mangé le midi. Ensuite, on est passé sur tout ce qui est trait à l'éducatif, donc détailler vraiment l'emploi du temps qui serait le même de semaine en semaine, mais où on pourrait cocher effectivement, aujourd'hui il a bien fait peinture, il a bien aimé, etc. Donc là c'est encore l'état de prototype, donc là on n'était pas satisfait de cette version parce qu'on n'a pas pu inclure les pictos, donc il va falloir le refaire différemment. Ensuite, on a noté encore le transit et tout ce qui est du RES pour les enfants qui en auraient besoin pour un suivi. Et en sachant qu'après, on s'est dit qu'on garderait des pages libres, puisqu'il y a malgré tout des professionnels qui aiment écrire, malgré tout des familles qui savent écrire, des enfants qui des fois ont envie de dessiner dans leur cahier parce que ça leur fait plaisir, et où on pourrait inclure, en fonction de chaque enfant, des suivis d'épilepsie, des suivis médicaux, comme disait Laurent, si le médecin veut écrire un mot sur une nouvelle prescription, si on a une nouvelle ordonnance, si on a des questions parce qu'on n'a pas compris pourquoi il y a un changement de traitement. Enfin voilà, une part de communication libre pour les familles. Voilà, c'est très complet et j'espère que je ne vous ai pas endormi. Mais... Moi, je voudrais justement poser une question et revenir sur les aspects de la douleur qui sont quand même un élément qui est tellement fréquent chez les sujets polyhandicapés. Dans ce livret-là, il y a un chapitre qui interroge systématiquement
la douleur Alors, de là, l'enfant? on l'a pas prévu, mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que tout ce qui était un peu d'aspect, moi, comme je suis éducatrice de jeunes enfants, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup attelée à tout ce qui était éducatif, mais comme dans le groupe, on est pluridisciplinaire, c'est justement pour parler de pouvoir faire des fiches, suivi d'épilepsie, suivi de la douleur, des personnes qui ont vraiment des constipations terribles, des choses comme ça, d'avoir vraiment quelque chose de spécifique pour chaque enfant. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir quelque chose de suivi de la douleur. Je vais revenir tout à l'heure aussi sur l'épisode que vous mentionniez par rapport à la douleur de votre fille et interroger Laurent sur est-ce que dans... Parce qu'on aurait pu aussi, on pourrait, je ne sais pas si ça peut-être ça a été fait, avoir un outil de communication particulier compte tenu de l'épisode un peu aigu. Voilà, un outil de communication strictement tourné vers la douleur. C'est-à-dire, je fais référence bien sûr aux échelles d'hétéroévaluation. Je trouve que même indépendamment de la notion de douleur, j'ai en tête l'échelle de San Salvador que tout le monde connaît certainement. L'échelle de San Salvador, c'est un outil d'observation de la personne, de l'enfant, enfin de l'adolescent. Et je trouve la façon dont il réagit, sa posture favorite, comment il réagit par rapport à des stimulations extérieures, par rapport au toucher, etc. Et je trouvais que c'était un bel outil de communication entre parents et professionnels pour, d'une part, observer, mieux comprendre le comportement de l'enfant. C'est plus un comportement moteur, mais tout de même. Et puis, c'est l'état de base, hein, bien sûr. Et puis finalement, de pouvoir évaluer derrière le traitement. Il a un peu moins mal, mais il a un peu moins mal comment il avait beaucoup mal. Enfin, le beaucoup pour vous, c'est peut-être pas le beaucoup pour l'équipe. Que sais-je? Je trouvais que c'était un outil en plus spécifique, peut-être de communication intéressant. Je ne sais pas, Laurent, ce que tu en penses. Dans la mise en place du traitement de la douleur de Sarah, ce qui était important, c'est qu'on puisse communiquer régulièrement avec madame, puisque au centre, elle est avec beaucoup d'enfants autour d'elle, c'est bruyant, c'est pas forcément la position qui lui convient le mieux, puisqu'elle est... Les enfants crient autour d'elle et tout ça. Donc forcément, la douleur était... Elle est pas la même au centre et à domicile. Donc il faut savoir réajuster tout ça. Et les échelles de la douleur sont compliquées à interpréter. Et on a beaucoup communiqué très régulièrement par téléphone pour savoir comment la douleur était ressentie et dans l'établissement et à domicile. Et ça prend énormément de temps. Et c'est pas interprétable dans le cahier de liaison, je pense. Dans le cahier de liaison, là, il y a un chapitre, enfin, je ne sais pas comment dire, sur l'alimentation. Et ça me paraît aussi un point tellement important de savoir ce que l'enfant a mangé dans la journée, ce qu'il a bu aussi, c'est tellement important pour eux. Est-ce que vous, Madame Abdelli, vous avez peut-être des choses à dire de ce côté-là aussi, peut-être? En fait, Sarah, elle a une gastrostomie aussi. Elle a eu 3 épisodes, en fait. Elle a été hospitalisée 3 fois cette année par rapport à une pneumonie. Du coup, les médecins ont décidé d'arrêter l'alimentation par la bouche et tout se passe par la gastrostomie. Et on a dû adapter un régime même par rapport à la gastrostomie parce qu'elle a changé de... Comment c'est? Le Nétréné plus. Voilà, du coup... Elle ne le tolérait pas bien au début, mais le médecin a opté par rapport à un régime. Du coup, là, pour le moment, ça allait bien. Il y a moins de vomissements. Il y a un moment aussi, la gastrostomie fuit.
Ça, c'était au début parce qu'elle elle était douloureuse. Du coup, elle chouinait, elle était vraiment crispy, en fait. Ouais, du coup, tout ce qu'elle mangeait, il fuit par la gastrostomie. Et depuis que, voilà, on a eu les échanges par rapport aux douleurs, l'installation, et par rapport aussi à la nourriture, en fait, on a baissé un petit peu. Du coup, elle prenait pas du poids. Et là, ça commence à rentrer dans l'ordre par rapport au traitement qu'elle prend par la gastrostomie, enfin, pas traitement, l'alimentation. Et là, ça va mieux. Le transit, elle fait tout le temps là, parce que c'est multifibre, c'est la lisselle très liquide. Il y avait des moments aussi, elle était constipée, on passait par le Forlax. Mais là, dernièrement, ça fait plus d'1 mois que je donne plus de Forlax. Et là, un transit normal. Voilà. Alors, encore vous, Madame Abdelli, gardez le micro. Dans votre présentation, vous avez évoqué un problème, alors je crois que c'était sur le Garchois, hein, et vous avez dit Ouais. on a trouvé une solution. Donc ça me laisse à penser que vous avez été associé à la recherche de la solution. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça s'est fait comment? On vous a passé un coup de fil, ça s'est fait par mail, on vous a convoqué en vous disant ben voilà, venez, on va réfléchir ensemble. Tout se passe par le téléphone. Et en fait, le médecin demande de faire des radios, ce que je fais. Et on regarde en fonction de l'évolution, parce qu'elle a une scoliose, elle a une... Comment elle s'appelle? Par la hanche, luxation. Et, on regarde l'évolution des radios, en fait. Et même par rapport au confort de Sarah, par rapport... c'est la pris du poids, c'est la grandi, c'est ça, en fonction de ça, quand on regarde chaque année, chaque 6 mois presque, il y a le médecin, il y a Dr Vautoine qui vient, regarde, ausculte et tout. Et c'est par rapport à ça qu'on fait les... C'est pour ça qu'on a... Ok. On a fait Mais vous avez été associé effectivement Oui. à la résolution du problème, on va dire. Oui, voilà. Pour le corset, c'était un gros travail d'équipe puisque la maman est venue pour l'installation. Toutes les équipes ont été formées à l'installation du corset également. Même les chauffeurs, comment faire pendant les transports pour pas trop d'à-coups et tout ça, c'était vraiment un gros travail d'équipe. Et je voulais aussi rebondir sur l'alimentation, le changement d'alimentation qui n'est pas forcément prescrit par le médecin qui est au sein de l'établissement. C'était aussi quelque chose puisque le changement d'alimentation prescrit n'a pas pu se faire tout de suite puisqu'on n'a pas eu l'information, nous. Ça a pris une petite semaine avant qu'on puisse changer d'alimentation. Et je trouve que le médecin prescripteur, dans ce cahier de liaison, pourrait nous informer et nous fournir l'ordonnance pour nous dire qu'il va y avoir un changement d'alimentation. Après, ce que dit Laurent et ce que disent Madame Abdelli, je trouve que c'est intéressant parce que s'il y a des parents qui sont plus à l'aise au téléphone parce qu'effectivement c'est plus facile de décrire en parlant l'état d'un enfant, etc. Il faut pas s'en priver, c'est pas parce qu'il y a un cahier de transmission qu'on va plus se parler ou que c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose de plutôt institutionnalisé, mais qui reste adapté à chacun d'entre nous et à chacun des gens qu'on accueille. Parce que peut-être que si Madame Abdelli, Laurent lui avait mis 12 pavés peut-être qu'elle n'aurait pas lu, peut-être que ça l'aurait gonflé parce qu'elle est fatiguée, du coup, c'est pas l'idée de faire tous pareil, c'est vraiment l'idée de travailler ensemble, suivant les établissements où on est, suivant les familles avec qui on a, et d'avoir pour nous en tout cas au Centre Raphaël, c'est l'idée d'avoir une base de communication qui est la même pour tous les services. Et de pouvoir après avoir cette souplesse dans cette base pour s'adapter à chacun d'entre nous et à chacun des gens qu'on accueille, des personnes accueillies, parce que sinon ça veut rien dire. Si on fait pareil pour tout le monde, ils sont encore plus tous différents que nous, donc ce serait complètement absurde de vouloir faire absolument des petites cases et ça marcherait pas. Donc
C'est une base, mais il faut garder la souplesse et la communication, quoi. J'ai également la chance d'avoir, on n'a que 12 enfants, nous, dans la structure. Donc, c'est une petite structure et on a le temps de passer des coups de fil, on a le temps de rassurer les enfants. Ça fait toute la différence. Cet objectif de communiquer entre parents professionnels, on parle du cahier de liaison, on parle du téléphone d'une certaine façon, hein, mais il y a peut-être d'autres modèles de communication. Alors comme ça, je pense notamment communication entre parents, qui permet aussi peut-être de mieux comprendre, mieux anticiper quand on parle avec des parents d'enfants qui sont plus âgés, peut-être peut-être que cette communication entre parents permet aussi d'optimiser la communication avec les professionnels. C'était un peu ça, comme ça que je voulais dire. Donc, je parle près du micro parce qu'il va... oui, des groupes de parole. Je ne sais pas si ça existe dans vos lieux, si ça existe dans les lieux dans lesquels vous travaillez vous-même. On va vous donner la parole. Hein. Je pense aussi à oui, c'est ça, des échanges un petit peu réguliers. Je pense que c'est des éléments, des épisodes qui permettent aussi de mettre en place finalement une communication plus fluide aussi, en dehors des choses plus institutionnelles de cette manière-là. Donc, je pense que ces entretiens aussi, peut-être annuels, bisannuels, trisannuels, je ne sais pas comment c'est possible, mais parce qu'on remarque, et c'était une discussion qu'on avait juste avant, là, que souvent la communication, c'est pour poser, faire relever des problèmes. Elle a mal, elle a mangé pas très bien ce midi, ou enfin voilà. Mais ça pourrait être aussi une communication pour dire que ça va bien, que votre fille, elle était de bonne humeur aujourd'hui, qu'elle a souri, qu'elle a, je sais pas, elle est rentrée en contact avec il y a eu un échange privilégié avec l'éducatrice, que sais-je. Je pense que c'est des choses qui sont importantes aussi peut-être à souligner. Alors, c'est vrai que ma formation d'éducatrice de jeunes enfants, moi j'ai à cœur de me dire que chacun a le droit à nos petits moments de bonheur et qu'avec vos enfants, on en vit beaucoup. Et c'est bête de ne pas les partager avec vous, en fait. Et du coup, moi, j'aime bien pouvoir transmettre l'idée que quand il s'est passé un petit truc un peu extraordinaire, qu'il y a eu un petit moment de joie, un truc un peu inattendu, fugace, un petit moment volé comme ça, on peut vous le transmettre en tant que parent et que votre enfant, il est valorisé, il n'est pas que polyhandicapé, quoi. C'est une vraie personne, il a ses moments de joie, il peut avoir aussi ses moments de tristesse, ses douleurs, etc. Mais que le bonheur d'être ensemble, c'est bien quand même, de pouvoir le partager à des parents qui ont vécu un parcours si difficile et de rendre un peu de bonheur comme ça. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est important. Peut-être, je pensais aussi à un autre point qui va peut-être vous faire réagir aussi, c'est la communication avec la fratrie, les frères et sœurs, qui sont quelquefois un peu, pas mis de côté, mais elle a un frère, elle a une sœur. Elle a des demi. Demi. Des moitiés. Voilà, je pense que c'est aussi important d'organiser cette communication-là aussi avec les frères, les sœurs,
peut-être qui viennent aussi dans la structure, dans l'établissement, où est la grande sœur ou la petite sœur, je ne sais pas. Je pense que c'est des éléments qui sont importants. C'est la plus grande sœur, mais ça, c'est pas de mon sœur, c'est le sort de son père, qui participe pas vraiment.